Les piqûres d'insectes, c'est sans doute un des petits désagréments les plus universels de l'été. Mais au-delà de la simple démangeaison, il y a toute une science fascinante et vraiment complexe. Alors, on va plonger ensemble dans ce qui rend certaines personnes si irrésistibles et pourquoi c'est un enjeu bien plus grand qu'on ne le pense. On connaît tous cette situation. Dans un groupe d'amis, il y a toujours cette personne, et peut-être qu'on se reconnaît soi-même là-dedans, qui finit couverte de piqûres pendant que les autres, eux, sont tranquillement épargnés. Alors, c'est juste une impression, une idée reçue, ou est-ce qu'il y a une vraie réalité scientifique derrière tout ça? Eh bien, ce n'est pas du tout une illusion. La science le confirme. Environ 20% de la population est ce qu'on appelle hautement attractive pour les moustiques. Donc si on fait partie de ce club un peu select, il faut savoir qu'il y a des raisons très, très spécifiques à ça. Et c'est ce qu'on va découvrir. Ok, donc avant de comprendre pourquoi on est personnellement une cible, il faut d'abord regarder comment ces chasseurs miniatures sont si incroyablement doués pour nous trouver. Ce n'est pas du hasard, loin de là. C'est une véritable opération de détection qui se fait en plusieurs étapes. D'accord, décomposons un peu cette stratégie. C'est vraiment bien rodé. En premier, à distance, le moustique va capter le dioxyde de carbone qu'on expire. C'est son tout premier indice, un signal qui lui dit « il y a quelque chose à manger par là ». Ensuite, il passe en mode visuel. Il est attiré par des formes sombres, des contrastes. Et enfin, pour l'approche finale, pour l'atterrissage, il se fie un cocktail de chaleur et d'odeur corporelle. C'est une approche incroyablement sophistiquée quand on y pense. Et ce qui est fou, c'est de réaliser à quel point leur odorat est avancé. Ce n'est pas juste une question d'antenne, non. Leur trompe, leur palpe, tout leur corps est quasiment un organe olfactif géant. Ça explique vraiment pourquoi l'odeur est un facteur aussi déterminant dans leur chasse. Bon, on arrive maintenant au cœur du mystère. Puisque tout le monde émet du CO2 et dégage de la chaleur, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Qu'est-ce qui rend une personne plus appétissante, plus désirable qu'une autre aux yeux ou plutôt au nez du moustique? Et la réponse, la voilà, c'est notre odeur. Chacun de nous possède une signature olfactive qui est complètement unique, un peu comme une empreinte digitale. Et cette odeur, d'où vient-elle? Eh bien, elle est le résultat du travail de millions de bactéries qui vivent sur notre peau et qui transforment notre sueur, notre sébum, en composés volatiles. Le terme scientifique pour ces signaux chimiques attractifs, c'est kairomones. Notre odeur humaine, c'est en fait un cocktail hyper complexe, avec des centaines de ces kairomones qui, ensemble, envoient un signal très clair aux moustiques. Le repas, c'est par ici. C'est une communication chimique dont on n'a même pas conscience. Et voilà la découverte clé. Les chercheurs ont réussi à identifier un type de composé qui est particulièrement irrésistible pour les moustiques, les acides carboxyliques. Les personnes qui en produisent plus sur leur peau sont systématiquement, année après année, de véritables aimants à moustiques. Alors, au-delà de notre profil de base, il y a des facteurs qui peuvent nous rendre temporairement encore plus attractifs. Par exemple, si on vient de faire du sport, on libère de l'acide lactique, un autre attractif très puissant. La grossesse aussi, ça augmente la température du corps. Même le fait de boire de l'alcool peut modifier notre odeur. Et un fait assez fascinant, le parasite du paludisme rend ses hôtes plus désirables pour les moustiques. C'est une stratégie diabolique pour assurer sa propre propagation. Et bien sûr, comme souvent, la génétique a son mot à dire. Des études très sérieuses ont montré que de vrais jumeaux attirent les moustiques de manière quasiment identique, ce qui n'est pas le cas pour de faux jumeaux. Ça suggère bien que notre ADN influence une partie de notre signature olfactive, et donc notre popularité auprès des moustiques. On a beaucoup parlé du moustique, c'est un peu la vedette. Mais attention, il est très très loin d'être le seul à piquer. Il est temps d'élargir un peu notre perspective et d'inclure les autres membres de sa très très grande famille, les arthropodes. Juste pour qu'on se rende compte de l'échelle, les arthropodes, c'est tout simplement la plus grande division du règne animal. On parle de 4 animaux sur 5 sur cette planète. C'est énorme. Donc ce n'est pas vraiment surprenant que nos interactions avec eux soient si fréquentes. Leurs motivations, finalement, on peut les résumer en 2 grandes catégories. Soit c'est de la légitime défense, une araignée ou une abeille, ça ne pique que si ça se sent en danger. Soit c'est pour se nourrir. Et pour beaucoup d'espèces, un repas de sang est absolument essentiel, notamment pour les femelles qui ont besoin des protéines pour développer leurs œufs. Regardons quelques exemples concrets. Les tiques, par exemple. Leur morsure est souvent indolore, on ne la sent même pas, mais elles peuvent transmettre des maladies très graves comme la maladie de Lyme. Les puces, elles, causent des démangeaisons intenses, mais elles ont aussi été les vecteurs historiques de maladies terribles comme la peste. Bref, la liste est longue et ça nous rappelle l'importance médicale de toutes ces petites créatures. On pourrait se dire, bon, une piqûre, c'est juste désagréable, c'est un problème personnel. Mais en réalité, cette petite piqûre s'inscrit dans une tendance mondiale
qui, elle, est de plus en plus préoccupante, la propagation des maladies qu'on appelle la transmission vectorielle. Les chiffres sont sans appel. D'après l'Organisation mondiale de la santé, ces maladies représentent quasiment 1/5 de toutes les maladies infectieuses. Et elles causent plus d'1 million de morts chaque année, touchant principalement les populations les plus vulnérables. Le cas de la dengue est une illustration parfaite de cette situation. Avant, on la voyait comme une maladie tropicale, lointaine. Aujourd'hui, elle est présente sur tous les continents. Le nombre d'infections chaque année a littéralement explosé. On parle maintenant de centaines de millions. Alors, comment on en est arrivé là? C'est une sorte de tempête parfaite. Le réchauffement climatique permet à ces insectes de survivre dans des régions où il faisait trop froid avant. La mondialisation, les voyages, ça facilite leur transport. Et l'urbanisation crée de nouveaux habitats parfaits pour leur reproduction. Et il ne faut pas croire que c'est un problème qui ne nous concerne que les pays lointains. Écoutez bien cette phrase, elle vient d'une autorité sanitaire française et elle est sans équivoque. La question n'est plus de savoir si ces maladies vont arriver dans des climats tempérés comme en Europe, mais plutôt quand et comment on va s'y préparer. Le moustique tigre, par exemple, il a déjà colonisé la quasi-totalité de la France. Bon, le constat est un peu alarmant, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout démunis. La science qui nous aide à comprendre le problème, c'est aussi elle qui nous donne les solutions pour nous protéger de manière efficace. Alors concrètement, qu'est-ce qui marche? Voici les stratégies de base, celles qui sont prouvées. Les répulsifs, comme le DET, sont les plus étudiés, les plus efficaces. Porter des vêtements longs, amples et de couleur claire, ça leur complique la tâche. La permétrine sur les vêtements, c'est une barrière supplémentaire. Et bien sûr, les moustiquaires la nuit et une inspection antitique après chaque sortie dans la nature. C'est essentiel. Et c'est peut-être ça le message le plus important à retenir. Se protéger, ce n'est pas un acte égoïste. En évitant d'être piqué, on évite aussi de devenir soi-même un maillon dans la chaîne de transmission d'une maladie. C'est un vrai geste de santé publique, un geste qui protège toute la communauté. Pour conclure, les insectes s'adaptent à notre monde qui change et ils le font à une vitesse folle. La vraie question, la question finale, c'est donc de savoir si nous, on sera capable de s'adapter aussi vite qu'eux en utilisant la science et la prévention pour garder toujours une longueur d'avance.